Donc, Odile Leclerc est maître de conférence à l'UFR de langue française de Sorbonne Université et spécialiste des dictionnaires du XVIIe siècle, de la langue française du XVIIe siècle en général, et plus particulièrement de la lexicologie et de la lexicographie des dictionnaires du XVIIe siècle. Elle est l'auteure d'une thèse qui s'intitule « Construction d'un savoir et d'un savoir-faire dans le traitement du lexique français au XVIe et XVIIe siècle », dirigée par Francine Mazière et soutenue en 2006. Et cette thèse, qui n'est pas publiée à ma connaissance, est néanmoins accessible en ligne. Et puis, elle est l'auteure de nombreux articles également sur les dictionnaires du XVIIe siècle et des articles de lexicologie en général. Donc, elle présentera aujourd'hui un exposé consacré à la relatinisation du français au XVIIe siècle. Et je lui donne la parole. Et je vais peut-être, j'ai fait le partage d'écran. Donc, je pense qu'Odile, tu devrais pouvoir montrer un PowerPoint si tu le souhaites. Oui, oui, oui. Alors, ce que je me demandais, c'est est-ce que je peux, il faut que je fasse des allers-retours. C'est-à-dire, si je fais un partage d'écran pour vous montrer donc le PowerPoint, vous continuez à voir mon visage, je pense, hein, bon, on verra, on verra. Je ferai peut-être des allers-retours plutôt, ce sera OK, je vais improviser. Très bien, ben, merci beaucoup Gilles de m'avoir invité donc à parler aujourd'hui. Et voilà, je vais donc vous présenter un exposé qui s'intitule Latinisme et morphologie lexicale au XVIIe siècle. Alors, en introduction, je voudrais tout d'abord rappeler brièvement quelques faits très généraux concernant l'évolution des rapports entre latin et français au XVIIe siècle, afin de poser un cadre voilà, à l'étude qui suivra. Alors, ces faits sont très certainement connus voilà, de vous tous, mais voilà, en tout cas, ça va m'aider, moi, à introduire mon sujet. Donc le XVIIe siècle français est connu pour marquer un recul du latin comme langue de culture et langue de savoir. En atteste un certain nombre de faits bien connus dès la première moitié du siècle. Alors, je vais en citer quelques-uns. Hein. La part du latin donc recule dans les productions scientifiques et philosophiques, et on observe donc une progression continue tout au long du siècle. C'est aussi au XVIIe qu'on assiste à l'essor de la presse périodique en français, scientifique notamment, hein, avec la parution en 1605 du Journal des savants et les débuts en 1665 du Mercure de France. C'est aussi donc dans le domaine du savoir, disons toujours, la Sorbonne, on le sait, autorise la soutenance des thèses en français en 1624. Et bien sûr, on peut citer également la fondation de l'Académie française en 1635. Dans la seconde moitié du siècle, à partir de 1670, ce qu'on a appelé la querelle des inscriptions atteste de la mutation qui s'opère dans la perception des langues latines et françaises. Le milieu culturel s'interroge sur la langue des épigraphes aggravées au fronton des monuments érigés à la gloire du roi, et c'est le français qui l'emporte sur le latin. Donc là, on peut lire. Alors, je Est-ce vais que vous faire avez le donc son? partage. On m'entend bien? Est-ce que... Oui, oui, on Oui? entend très bien. Bon, alors. Hop, voilà. Alors, on peut lire donc un extrait, j'espère que vous le voyez. Ouais, que vous le voyez. Allô? Un extrait, donc, oui. Un extrait de la défense de la langue française pour l'Arc de Triomphe de François Charpentier, qui est élu à l'Académie en 1650. Ses propos en 1676 manifestent une prise de position très forte quant à la mise à l'écart du latin dans certains lieux linguistiques stratégiques. Alors, je lis une partie de cet extrait, uniquement ce qui est en gras, ce que vous voyez en gras. Il n'est pas entendu de... Alors, la langue latine, dit Charpentier, n'est pas entendue de tout le peuple et elle est étrangère en France.
La langue de nos premiers Français nous est étrangère parce qu'elle nous est inconnue. Et certes, les mots ne doivent pas avoir plus de privilèges que les hommes mêmes. Nous sommes tous descendus des mêmes ancêtres. Tous les Juifs étaient visiblement sortis d'un même homme. Cependant, quand les parentés et les affinités sont si fort éloignées, on commence à ne se plus connaître. On devient, selon la façon commune de parler, étrangers l'un à l'autre. Quand donc une langue en engendre d'autres et que les filles s'éloignent tellement de leur mère que le peuple ne connaît plus cette parenté spirituelle, alors cette ancienne langue devient étrangère aux nouvelles. Et c'est de la façon qu'il faut entendre que la langue latine est étrangère aujourd'hui en France. Il y a des termes dont nous nous servons tous les jours qui tirent leur extraction de la langue latine, mais cette généalogie est inconnue au peuple qui ne sait que le français. C'est une parenté qui s'est perdue par l'éloignement. C'est une parenté qui s'est perdue par l'éloignement, donc l'histoire du français est reconnue pour être aussitôt comme déniée. Alors, le recul du latin et les avancées du français au XVIIe sont également visibles dans certaines évolutions sociales sur lesquelles on met peut-être moins souvent l'accent et qui commencent d'ailleurs dès la seconde moitié du XVIe siècle, qui jouent très probablement un rôle déterminant dans le changement des représentations. Alors, dès cette époque, en effet, dès la deuxième moitié du XVIe siècle, on constate une progression de l'alphabétisation en langue vulgaire, due à divers facteurs. Je ne vais pas m'étendre, mais comme l'ouverture économique, notamment dans le bassin parisien, comme la réforme et la contre-réforme qui favorise l'apprentissage en français, avec une forte progression au XVIIe siècle des congrégations enseignantes. Et on assiste ainsi à la naissance d'un nouveau lectorat qui comprend des négociants, des marchands, des femmes, des écoliers, tandis que parallèlement, les connaissances en latin baissent. Plusieurs auteurs du XIXe siècle et au début du XVIIe, je suis désolée, je vois que ma connexion est un peu instable. Donc, plusieurs auteurs à la fin du XVIe et au début du XVIIe font ce constat et réclament un accès aux sciences et à l'écrit en général, élargi aux femmes et à d'autres classes sociales. On peut citer par exemple les propos de Ramus dans la dédicace à la reine mère du roi qui précède l'édition de 1572 de sa grammaire. Je la lis avec vous. Madame, si quelqu'un estime que grammaire soit une chose puérile et abjecte, et pourtant que ce soit un présent indigne d'être présenté à une reine si grande, étant occupée en si grandes affaires, je me défendrai de votre autorité que c'est par votre suasion que le roi m'a commandé de poursuivre le cours des arts libéraux, non seulement en latin, pour les doctes de toute prends pas des nation, photos. mais en français pour la France, où il y a une infinité de bons esprits capables de toute science et discipline, qui toutefois en sont privés pour la difficulté des langues. Et à la vérité, il nous est aujourd'hui plus difficile d'apprendre une langue grecque ou latine qu'il ne fut donc ni à Platon ni à Aristote d'apprendre toute la philosophie. Alors, par ailleurs, l'émergence d'un nouveau public pour les livres écrits en langue vulgaire est l'un des arguments avancés dans le débat sur l'orthographe par les partisans d'une orthographe non étymologique. Robert Poisson, par exemple, qui est l'auteur en 1609 d'un alphabet nouveau de la vraie et pure orthographe française, évoque, je cite, « la grande part des Français qui ne savent mot de latin ni connaissent lettre quelconque, comme marchands et artisans, parlant bien et correctement et entendant bien ce qu'ils disent. » D'autres réformateurs, plus tard, Somez, en 1867, dictionnaire historique Est-ce que je peux lire aussi? Ou Louis, je ne sais pas si on oui. Merci de couper vos micros. J'essaye de le faire à tout le monde, malheureusement, mais merci de couper vos micros. Oh mince, mes plus plates excuses, désolé. Non, il n'y a pas de problème. Alors, donc, je me demandais juste si la question s'adressait à moi ou pas. Alors, je continue. Oui, en fait, j'aurais aimé lire avec vous, mais très bien, je me mute. Merci de couper vos micros et de poser les questions à la fin de l'exposé. Voilà, donc je disais qu'il y avait d'autres réformateurs plus tard, au XVIIe, voilà, Somez, Louis de Lesclache en 1668, aussi dans les véritables règles de l'orthographe française, qui vont plaider donc pour ceux qui ne connaissent pas le latin, les femmes notamment, et pas seulement, pour que voilà, d'autres puissent lire et écrire.
Et il résulte de cet élargissement du public un accroissement continu de l'offre d'imprimés tout au long du XVIIe siècle qui va contribuer bien sûr à la nécessité de normer le français. Alors, pour finir cette introduction sur un plan strictement linguistique, on constate également une baisse très nette des emprunts au latin en français dès la première moitié du XVIIe. Alors, voilà, et ce jusqu'au début du XVIIIe siècle. Hein, vous voyez donc ce graphique qui représente donc l'évolution des emprunts au latin du XVIe au XIXe, qui a été donc établi à partir d'une interrogation du Grand Robert électronique, qui prend en compte tous les mots indiqués comme emprunt au latin et les formations savantes sur base latine. En revanche, il ne tient pas compte évidemment des emprunts, voilà, de ce qu'on appelle les emprunts éphémères, hein, qui ne sont pas enregistrés dans le Grand Robert. Voilà, donc on voit bien hein, qu'il y a voilà, un creux, hein, on voit bien le creux de la vague au XVIIe et encore dans la première moitié du XVIIIe. Alors, cette baisse est à replacer, on le verra ensuite, dans le cadre plus général d'une hostilité du siècle envers d'autres catégories de mots, les néologismes, les termes des arts et des sciences notamment. Alors, cependant, donc, malgré ce recul du latin au XVIIe siècle, les latinismes sont commentés tout au long du siècle, peu par les grammaires, on pouvait s'y attendre, surtout par les lexicographes et les remarqueurs, et c'est ce sur quoi je vais me pencher maintenant. Alors, une catégorie de mots en particulier a retenu mon attention. Ce sont des doublés suffixés constitués d'une formation savante et d'un dérivé de type héréditaire. Je vous donne quelques exemples. Déteur, débiteur, certitude, certaineté, surdité, sourdité, on trouve aussi sourdesse, calvitie, chauveté, rompement, rupture, maturité, mureté, etc. Bon, il y en a beaucoup, hein, je vous en cite juste quelques exemples. Alors, ces doublés m'ont semblé constituer un observatoire intéressant pour étudier les latinismes dans le domaine du lexique au XVIIe, car s'ils sont encore nombreux au XVIe siècle, c'est au cours du XVIIe qu'ils disparaissent, enfin plus exactement que la variation disparaît. D'autre part, le commentaire de ces doublés au XVIIe siècle est l'occasion pour les descripteurs de la langue de s'interroger sur la place et le rôle du latin dans la morphologie du français, à un moment où se construit, on le sait, une représentation de la synchronie du français. Voilà, donc je vais tirer un petit peu ces deux fils. Donc, dans un premier temps, j'aborderai quelques-uns aspects d'évolution linguistique de ce type de doublé. Puis ensuite, j'étudierai leur représentation dans les textes métalinguistiques du XVIIe, essentiellement donc les dictionnaires et les remarques sur la langue. Alors, pour commencer, quelques remarques concernant la formation de ces doublés. Donc, les formes savantes, débiteur, certitude, surdité, calvitie, etc. Les formes savantes peuvent être issues d'un emprunt au latin ou être le résultat d'une dérivation savante, c'est-à-dire de l'adjonction d'un suffixe à une base latine. Relève de ce dernier type, par exemple, oral, qui est introduit au début du XVIIe, ou encore ondulation, qui apparaît dans les dernières décennies du siècle. En revanche, les mots que j'ai pour ma part analysés pour cette étude sont quasiment tous issus d'emprunts directs au latin, plus ou moins anciens. Hein, débiteur, par exemple, est emprunté à débitor au XIIIe, surdité est emprunté à surditas au XIVe, etc. En fait, bon, ça c'est une remarque que je fais en passant, mais qui est intéressante. L'examen de la liste des latinismes introduits dans le lexique au XVIIe siècle montre que la part des dérivés et des composés savants relativement aux emprunts augmente nettement dans la seconde moitié du siècle. C'est assez net. Et ce phénomène s'amplifiera encore avec le développement de la terminologie scientifique au XVIIIe siècle. Deuxième remarque, les variantes françaises, quant à elles, peuvent être des formes héréditaires, comme amertume, hein, qui est la forme concurrente d'amaritude au XVIe,
ou plus souvent être des mots construits sur une base française, comme innombrable ou simplesse. Troisième et dernière remarque, ces doublés s'opposent aussi souvent, mais pas toujours, par leur suffixe. Certains morphèmes suffixaux dits savants sélectionnent en effet une base latine, c'est le cas de ité ou itude, par exemple, pour les suffixes nominalisateurs, tandis que d'autres suffixes sélectionnent une base française, comme ET, hein, d'où les couples mureté, maturité, sûreté, sécurité, etc. En revanche, on a innombrable, on a le couple innombrable, innumérable, hein, qui possède le même suffixe. Concernant maintenant l'évolution de ces doublés. Hein, bon, là, je fais vraiment un rapide, vous allez voir, un rapide parcours. Hein. Alors, en ancien et en moyen français, il existe, on le sait, une grande variabilité des suffixes. C'est-à-dire qu'on relève dans les textes l'emploi de nombreux suffixes de formes différentes qui possèdent un même sens ou un sens très proche. Par exemple, pour les cas des noms de qualité dérivés d'adjectifs, il existe une concurrence entre les suffixes s, is, itude, les allomorphes t ou et, it, etc. Par exemple, juste un exemple, sont attestés dans le DMF, dans le dictionnaire du moyen français, lassitude, lasseur, lassesse et lasseté. Les dictionnaires bilingues de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe enregistrent largement cette variation. Le dictionnaire de Codegrave, par exemple, qui paraît en 1611, signale, je vous ai mis juste quelques exemples, hein, signale comme équivalent, vous voyez donc fuitif et fugitif, certaineté et certitude, simplesse et simplicité, humblesse et humilité. On remarque au passage que chez Codegrave, c'est quasiment toujours la forme savante qui constitue l'entrée principale, c'est-à-dire celle qui contient la traduction anglaise, tandis que la variante française est suivie d'un simple renvoi. Alors, on verra plus tard au cours de l'exposé qu'il n'en est pas de même dans le dictionnaire de Nico qui lui est contemporain. Ceci étant, alors, il faut ajouter que certaines variantes que l'on trouve pourtant enregistrées dans les dictionnaires ont parfois été des apax ou ont pu avoir une existence très éphémère. Claude Buridan, notamment, dans un article appelé Prolégomène à une étude synthétique de la morphologie dérivationnelle en ancien français, a montré l'importance de facteurs formels comme la rime ou le maître pour expliquer le foisonnement des doublons en ancien et en moyen français. Certaines créations éphémères et purement littéraires n'étant attestées qu'à la rime. Ces mots fantômes ont pu pourtant voir leur existence gonflée artificiellement justement par leur enregistrement dans les dictionnaires. On en verra ensuite quelques exemples. Alors, il n'en reste pas moins, cependant, que de nombreux doublés morphologiques apparaissent dans le corpus franc-texte, encore au XVIe siècle, comme des formes concurrentes. C'est très net. Dans la première moitié du XVIe siècle, on relève par exemple le même nombre d'occurrences pour fuitif et fugitif, ou pour rompement et rupture. Par ailleurs, certaines formes concurrentes sont parfois employées toutes les deux dans un même texte sans que l'on puisse déceler entre elles de différences sémantiques. Rabelais, par exemple, mais c'est vraiment pour citer un exemple, hein, il y en a bien d'autres. Dans la première édition du tiers-livre, c'est différent dans la seconde, emploie parfois d'éteur, parfois débiteur, à quelques lignes d'écart, avec le même sens. De nombreuses formes apparaissent donc concurrentes au XVIe, mais cette variation, comme beaucoup d'autres, on le sait, hein, dans le domaine grammatical ou lexical, cette variation disparaît au XVIIe. Plus précisément, elle disparaît quasiment systématiquement au milieu du siècle, voire un petit peu avant.
C'est en tout cas ce que montre l'analyse que j'ai faite d'un corpus constitué d'une quarantaine de couples de mots, corpus que j'ai établi essentiellement grâce à l'ouvrage d'Edmond Huguet, Mots disparus ou vieillis depuis le XVIe siècle, qui date de 1967. Alors en fait, il existe 3 évolutions possibles pour ces doublés. Premièrement, les 2 variantes peuvent se maintenir et voir leur sens se spécialiser. C'est le cas, par exemple, pour le couple sûreté-sécurité et aussi pour le couple croyable-crédible, par exemple. Deuxièmement, la forme savante peut disparaître et la forme française se maintenir. Quelques exemples là aussi. Qualidité disparaît au profit de chaleur. Amertume disparaît au profit qualidité disparaît au profit de chaleur, crudélité disparaît au profit de cruauté, tépidité disparaît au profit de tiédeur. Troisième possibilité, la forme savante peut éliminer la forme française. C'est le cas de figure le plus fréquent. Fugitif se maintient et non fuitif, même chose pour les couples mureté, maturité, déteur, débiteur, humblesse, humilité, simplesse, simplicité, clarté, clarté, etc. Alors, je vais vous montrer quelques graphiques, mais quelques-uns seulement, hein, voilà, évidemment par manque de temps, et puis voilà, ce serait un peu ennuyeux si je voulais montrer tous. Alors, les graphiques que vous voyez, je les ai établis donc en interrogeant le corpus Frontex par tranche, j'espère que c'est bien, que vous voyez bien, par tranche de 50 ans. Et il montre, donc on a les tranches, donc 1500, 1549, 1550, 1599, voilà, hein, jusqu'à 1750. Et alors, ces graphiques, donc là, vous avez l'exemple des évolutions donc, de simplesse et simplicité. Les graphiques montrent que les occurrences de la variante qui est appelée à disparaître deviennent nulles dans la tranche chronologique 1650-1699, parfois même, comme je le disais, un peu avant. Hein. Voilà, donc on le voit bien là sur les évolutions comparées de simplesse et simplicité. Même chose pour les évolutions comparées de fuitif, fugitif. Même chose pour innombrable, innumérables. Voilà, hein, donc je vous montre ces 3 exemples-là, mais vraiment la quasi, hein, pour la quasi-totalité des couples de mots du corpus, on a cette disparition hein, dans cette tranche, enfin, en 1650, voire un petit peu avant. Alors, il est difficile, en tout cas à ce stade de la recherche, là où j'en suis, d'avancer des hypothèses pour expliquer l'élimination de l'une ou l'autre des variantes, la forme savante ou la forme héréditaire. Il semble bien qu'il n'existe pas de tableau homogène et que plusieurs facteurs entrent en jeu. Dans certains cas, on peut parler d'uniformisation paradigmatique. Par exemple, pour les noms de dimension, qui réfèrent à des qualités quantifiables ou mesurables, il se constitue progressivement, et à l'époque qui nous intéresse là, le paradigme des noms suffixés en heures, largeur, hauteur, longueur, ampleur, etc., auquel s'oppose un autre paradigme de noms suffixés en itude, formé sur une base latine, dont l'emploi est plus spécialisé, latitude, altitude, longitude, lamplitude, etc. Alors, on peut penser que c'est ce qui conduit peut-être notamment à la disparition de profondité au profit de profondeur au milieu du XVIIe siècle. Hein. Là, voilà, je vous montre donc un autre graphique hein, avec les évolutions comparées de profondité et profondeur.
D'autre part, des tendances générales propres à certains suffixes interviennent peut-être également. Par exemple, on sait que le suffixe savant IT l'emporte sur le suffixe ET, qui n'est plus guère disponible après le XVIe siècle. Les suffixes heure et s sont également au même moment délaissés au profit du même suffixe it. Voilà. Donc, très probablement, ce facteur peut intervenir également. Et puis, il y a des critères de fréquence qui sont là aussi très probablement déterminants. Alors, à partir du corpus que j'ai étudié, ce qui apparaît, c'est que lorsque c'est la forme savante qui disparaît, dans la très grande majorité des cas, cette forme savante était très rare et ou connaissait un emploi spécialisé très peu, ou voire pas représenté dans franc-texte. Je prends un exemple, chaleur, calidité. Il n'y a qu'une occurrence de calidité dans franc-texte en 1556 dans un traité de pyrotechnie. Alors, le mot est pourtant enregistré par Cotgrave. Il est aussi, pour le 16e, il est aussi enregistré dans le dictionnaire de Godefroy et dans celui de Huguet. Et on lit dans ces dictionnaires que les occurrences se trouvent essentiellement dans des traités d'alchimie ou de chirurgie. Voilà, alors je vais pas vous donner d'autres exemples par manque de temps, mais on peut faire les mêmes observations sur les couples tépidité, tiédeur, amertume, amaritude, etc. Donc dans ce cas de figure, la forme savante rare, souvent d'emploi spécialisé, disparaît généralement au milieu du XVIe siècle. Alors, en revanche, lorsque la forme savante se conserve, il y a deux possibilités. Soit cette forme savante était déjà plus fréquente que la forme héréditaire au début du XVIe siècle. C'est le cas, par exemple, pour les couples clarté-clarté, humblesse, humilité, mureté, maturité. Vous voyez le graphique qui s'affiche, j'espère. Alors, si l'on prend donc cet exemple de mureté, maturité, on constate que dans franc-texte, maturité développe dans la seconde moitié du XVIe siècle beaucoup d'emplois figurés, tandis que mureté n'est employé qu'au sens propre et finit donc par disparaître à peu près au milieu du XVIIe. Deuxième possibilité, lorsque la forme savante donc se maintient, la forme savante pouvait être moins fréquente au début du XVIe siècle et devient majoritaire dans la deuxième moitié du siècle. C'est le cas, alors je prends là aussi quelques exemples, c'est le cas pour le couple simplesse-simplicité. Donc là, voilà, on voit bien le renversement qui s'opère dans la seconde moitié du XVIe siècle, au profit de simplicité. Même chose pour le couple fugitif. Donc, fugitif était plus fréquent que fugitif dans la première moitié du XVIe et le rapport donc s'inverse dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Alors, dans ces deux cas, on peut conclure sur ceci. Donc, dans les deux cas, le milieu du XVIe siècle apparaît dans la grande majorité des cas comme le moment où se produit le changement. Soit l'écart se creuse, soit une tendance s'inverse. Et d'autre part, comme on l'a vu, le milieu du XVIIe siècle, un petit peu avant même, apparaît comme le moment où l'évolution a abouti.
Ce changement lexical se produit donc assez précisément entre le terminus aquo et le terminus adquem de la période qu'on appelle français préclassique, et il semble également correspondre aux sentiments qu'ont alors beaucoup de commentateurs à ce moment-là, que la langue est en train de changer. Alors, justement, donc on va maintenant se pencher sur ce que disent les commentateurs de ces doublés. Je regarde le temps, voilà, qui me reste. Alors, donc, malgré la baisse très nette des emprunts au latin au début du XVIIe siècle, on constate que il n'y a pas ou peu de critiques explicites des latinismes dans la première moitié du XVIIe siècle. Les grammairiens, Maupas, Houdin, n'abordent quasiment pas le latinisme lexical. Houdin commente juste quelques adverbes comme moult ou à l'instar, par exemple, qui sont, je cite, trop latins et trop vieux. Bien. En revanche, Vaugelas y consacre plusieurs remarques et analyse en particulier plusieurs cas de doublés. D'éteur, débiteur, innombrable, innumérables, clarté, clarté, exacteté, exactitude, sûreté, sécurité, etc. Pour ces doublés, Vaugelas cherche à éliminer la variation, hein, c'est guère étonnant, et dans presque tous les cas, sauf pour innumérables, il défend la base latine. Dans la remarque consacrée à d'éteur, qu'on va lire, il tend même à généraliser le fait que la base latine puisse être, malgré les apparences, plus française que l'autre. Alors, je lis avec vous donc un passage, un extrait de cette remarque. Il semblerait que ce mot de d'éteur, dont s'est servi un de nos plus célèbres écrivains, devrait être plus français que débiteur, parce qu'il s'éloigne plus du latin et s'approche plus du français dette, d'où d'éteur est formé. Mais il n'en est pas ainsi. D'éteur est un vieux mot qui n'est plus guère en usage. Il faut dire et écrire débiteur. Nous avons ainsi beaucoup de mots en notre langue, comme donation et plusieurs autres dont il ne me souvient pas maintenant, qui d'une façon approchent beaucoup plus du latin que de l'autre, et quoique ceux qui tiennent moins du latin semblent plus français, si est-ce que le plus souvent c'est tout le contraire, l'usage le voulant ainsi. On peut lire également ce que dit Vaugelas dans la remarque consacrée au couple clarté-clarté. Clarté est meilleure que clarté, quoique l'on dise clair à l'adjectif, mais si on note li au substantif, afin, si je ne me trompe, qu'il sonne mieux, parce que cette diphtongue se prononçant comme est masculin, tel qu'est celui de clarté, le mot se rend plus doux par la diversité des sons que font ces deux voyelles a et e en disant clarté et non pas clarté. Cette raison est assez vraisemblable, mais sans s'amuser à l'examiner, la décision est que l'usage dit plutôt clarté que clarté. On disait beaucoup ce dernier autrefois. En revanche, Louis-Augustin Allemand, à la fin du siècle, en 1690, dans les nouvelles remarques de Vaugelas, prendra parti, lui, pour clarté. Il dira « Pourquoi donc ne dirait-on pas clarté, qui est d'ailleurs plus français en ce qu'il s'éloigne davantage du mot latin clarus ?» Alors, par ailleurs, Vaugelas est également en faveur de sécurité, hein, qui est un autre emprunt, dont il faudra, je cite, « voir comment les bons auteurs latins s'en servent, car nous nous en servirons au même sens ». Et hors cas de doublé, il défend également insidieux, mot pourtant, je cite, purement latin, que Malherbe a tâché de faire français. Alors, l'autre constat que l'on peut faire à la lecture des remarques de Vaugelas est que celui-ci suit fidèlement l'usage. Si on reprend les deux exemples de clarté, clarté et d'éteur, débiteur, bien que, alors non, j'ai pas, oui, je vais pas pouvoir montrer les graphiques là, mais c'est pas grave. Bien que clarté soit encore employé pendant toute la première moitié du XVIIe siècle, il est déjà moins fréquent, assez nettement, que clarté au XVIe siècle. Hein. D'éteur, quant à lui, est plus fréquent que débiteur dans la deuxième moitié du XVIe encore, mais il commence à décliner au début du XVIIe siècle. Hein.
Donc, le discours normatif de Vaugelas accompagne une tendance qui le précède, hein, assez clairement. Tout au plus, peut-être, ce discours normatif peut-il entériner la disparition. Du moins, si l'on se base sur l'étude du corpus franc-texte, hein, ce que j'ai fait, car voilà, bon, la question de la représentativité de ce corpus se pose, bien sûr. Je n'ai pas eu le temps d'effectuer des recherches sérieuses dans d'autres types de corpus. C'est la fermeture des écoles. Mais une incursion rapide dans le corpus des textes privés des XVIIe et XVIIIe siècles, qui contient des textes de français non standards. Voilà, j'ai fait une enquête vraiment très rapide et ça ne donnait pas des résultats très différents des résultats que j'ai obtenus avec Frantext. Alors pourtant, j'ai constaté quand même la présence de variantes devenues rares dans Frantext dans les nomenclatures de la plupart des dictionnaires bilingues, français-latin et français langue vivante, de la première moitié du XVIIe, voire même de la seconde moitié. Oudin, je cite un seul exemple, hein, bien sûr, mais j'en ai regardé un certain nombre. Oudin, dans ses recherches italiennes et françaises, en 1640, enregistre profondité, enregistre d'éteur, enregistre simplesse, enregistre fuitif. Voilà, donc enregistre beaucoup de variantes qui sont déjà devenues très rares dans l'usage. Encore une fois, à partir donc de Frantext. Bon, alors on peut penser que cette présence de ces variantes déclinantes et dans l'usage, que cette présence est due au fait que les bilingues sur cette période procèdent par compilation et recopiage au moins partiel à partir du dictionnaire d'Étienne, hein, ça on le sait. Mais on ne peut pas non plus totalement exclure que des mots absents du corpus franc-texte soient toujours en usage dans d'autres variétés de français. Voilà, ça il faudrait effectuer d'autres recherches pour pouvoir voilà, donner des conclusions sur ce point. Alors, on peut maintenant se pencher sur les arguments qui sont utilisés par Vaugelas pour justifier la préférence donnée aux bases savantes et pour décider quel mot est plus français que l'autre. Alors, il s'agit toujours de l'usage présent, hein. L'argument principal, on l'a lu, hein, c'est toujours l'usage présent, le langage du temps, hein, pour reprendre le titre de la grammaire d'Antoine Oudin qui paraît en 1632. Pour clarté, pour le couple clarté, s'y ajoute ce qu'on peut appeler le jugement de l'oreille, un critère esthétique, hein, puisque Vaugelas dit que clarté sonne mieux, qu'il est plus doux à l'oreille. Donc là, la question de l'allomorphie de la base, clarté est meilleure que clarté, quoi que l'on dise clair à l'adjectif. S'ajoute peut-être ici également la question de la prononciation du « et » et du « a ». Pour le couple d'éteur-débiteur, en revanche, c'est uniquement l'usage qui fait que débiteur est plus français que d'éteur, hein. Donc la démarche est résolument synchronique. Bien que d'éteur soit formé sur dette, le fait qu'il soit un vieux mot justifie sa mise à l'écart. Alors, je ne sais pas précisément à qui renvoie implicitement le début de la remarque quand Vaugelas dit « il semblerait que ce mot, dont s'est servi un de nos plus célèbres écrivains, devrait être plus français que débiteur hein ». Mais en revanche, le fait de tenir le mot héréditaire pour plus français que le mot savant correspond clairement à la position qui est celle de Jean Nicot, puis après lui de Duplex, qui reprennent la perspective historique ouverte au XVIe siècle, perspective historique avec laquelle rompent assez brutalement les premières décennies du XVIIe. Cette position peut être illustrée par l'argumentation de Nicot en faveur d'Ampérière,
féminin d'empereur, opposé à la variante savante impératrice. Alors voici ce qu'on lit dans le Trésor de la langue française en 1606 à l'entrée empereur. Empereur est terminaison française, dont vient le féminin emperière, qui est aussi terminaison française, car impératrix ou impératrice, dont on use à présent, ne vient point d'empereur, de impérateur, duquel le français n'use pas. Le français, depuis quelque temps en ça, combien qu'il retienne sa terminaison naïve au masculin empereur, il a pris une terminaison étrangère au féminin impératrice, là où les anciens disaient emperière. Il y a donc, entre Nicot et Vaugelas, un renversement complet des critères utilisés pour légitimer la norme. Au moment où paraît le Trésor de la langue française, impératrice, alors où est-ce qu'il est le graphique ? Alors, ouais, bon, ça, je ne sais plus si je l'ai mis celui-là. Donc, impératrice, donc au moment où paraît le Trésor de la langue française, impératrice est en train de devenir plus fréquent qu'emperière. Hein. Mais Nicot, en défendant emperière, défend le mot qui remonte à l'origine de la langue contre impératrice, emprunt au latin, qui présente une terminaison étrangère. Je cite Nicot. J'aimerais bien quand même vous montrer je ne sais plus où je l'ai mis, le graphique. Non, je croyais l'avoir mis, le graphique qui montre Bon, tant pis, on fera ça. Alors, cette position donc, est radicalement opposée à celle de Vaugelas quelques dizaines d'années plus tard, correspond à l'approche historique chez Nicot du naïf français qui marque la seconde moitié du XVIe siècle, dont Gilles Ménage sera l'héritier et l'un des derniers représentants au XVIIe. Cette approche correspond à une mise en perspective historique de la langue vulgaire, mais qui découle elle-même en fait de la modification qui s'est opérée dans la conception du latin, avec la découverte de son historicité, qui le fait devenir en même temps langue morte. Le naïf français est ainsi mis en relation avec le français des origines dans le Trésor de la langue française, dont on peut souligner d'ailleurs la suite du titre, hein, puisque le Trésor de la langue française, tant ancienne que moderne. 50 ans plus tard, chez Duplex, hein, qui reprend la remarque de Vaugelas sur d'éteurs débiteurs, on va retrouver le même type d'argument que de lire chez Nicot, le même type d'argument pour saisir le mot français. Donc, je lis ces lignes de Duplex. Les raisons alléguées ici par l'auteur, par Vaugelas, par les raisons alléguées ici par l'auteur, il devait conclure à retenir ce mot d'éteur en notre langue plutôt que débiteur, puisqu'il est ancien, encore en usage, même employé par un de nos plus célèbres écrivains, qu'il s'approche plus du français et que son étymologie le dicte ainsi en tant qu'il vient de dette. Donc le double sens d'étymologie dit ici à la fois la filiation et le rapport morphologique. Alors, disons, presque paradoxalement, hein, on le voit, ce sont finalement les historiens qui avancent l'argument morphologique, hein, du rapport entre dette et déteur, entre empereur et emperière, et c'est le synchronicien Vaugelas qui défend la base savante en rejetant le mot ancien. Vaugelas souligne d'ailleurs lui-même la contradiction qui n'est qu'apparente en disant que, je cite Vaugelas dans la remarque qu'on a déjà lue, « Quoique ceux qui tiennent moins du latin semblent plus français, si est-ce que le plus souvent c'est tout le contraire ». Donc à l'amplitude historique de Nicot succède un alors qu'il était encore plus fréquent que débiteur à peine 40 ans plus tôt.
Alors, on peut, je ne sais pas si j'ai le temps, allez, oui. On remarque, d'ailleurs, dans le dictionnaire de Nico, d'autres indices de la défense de la base héréditaire contre la base savante, hein, dans le traitement des doublés. Je donne seulement quelques-uns de ces indices. Alors, par exemple, Nico ajoute fréquemment dans la nomenclature du trésor la variante française qui était absente du dictionnaire d'Étienne qui précède le trésor. Et il fait cet ajout même si même si la variante française est déjà en perte de vitesse relativement à la forme savante. Donc, 2 exemples. Voilà, on ne trouve qu'humilité chez Robert Estienne et chez Nico, on va avoir humilité ou humblesse, hein, alors que humblesse est déjà beaucoup moins fréquent qu'humilité au moment où paraît le trésor. Même chose pour le couple certitude, certaineté. Robert Estienne donc enregistre seulement certitude, hein, dans le binôme synonymique la certitude et assurance, et Nico va ajouter certaineté, avoir quelques certitudes ou certaineté et assurance. Même chose, certaineté est déjà très rare, hein, à ce moment-là. Autre indice que la forme héréditaire chez Nico est parfois la seule qui est présente, hein, en fait, dans les articles. Donc là, vous avez l'article d'éteur sous l'entrée dette, hein, puisque Nico pratique le regroupement morphologique. Donc, sous l'entrée dette, on a un déteur, hein, débiteur. Débiteur n'apparaît pas, hein, alors que, voilà, pourtant, il est déjà en usage à ce moment-là. Hein. Voilà, hein, même chose pour le couple mureté-maturité. Sous l'adjectif mûr dans le trésor, on ne trouve que mureté. Hein, alors que pourtant mureté est déjà bien moins fréquent que maturité. Maturité est enregistrée dans le trésor, mais est enregistrée à part. Hein, en tout cas, sous l'adjectif mûr, c'est mureté qui est enregistré. Même chose pour rompement qui est enregistré sous rompre, tandis que rupture n'apparaît pas. Voilà. Et puis enfin, dans d'autres cas, les 2 formes dans le trésor, les 2 formes sont enregistrées, mais seule la forme française est utilisée dans les exemples. C'est le cas pour clarté, clarté. Seule clarté est utilisée dans les exemples à un moment, là aussi, où pourtant clarté est beaucoup plus fréquent que clarté. Donc, voilà, il y a clairement chez Nico le parti pris de mettre en avant, hein, la base héréditaire. Alors, on va maintenant se pencher sur la seconde moitié du siècle. Je regarde l'heure. Ouais. On va essayer d'être un peu plus rapide. Alors, plusieurs évolutions sont remarquables dans la deuxième moitié du siècle concernant le discours sur les doublés et plus largement sur les latinismes. Les doublés, alors premièrement, donc les doublés constitués d'une forme savante et d'une forme héréditaire sont moins abordés, notamment parce que pour beaucoup, l'usage a tranché. Tout simplement. Hein. On lit par exemple dans les nouvelles observations de Louis-Augustin Allemand en 1688 que Clarté est mort. Qu'on ne dit plus innumérable. Même chose dans les observations de l'Académie française sur les remarques de M. de Vaugelas à la fin du siècle, d'éteur ne se dit plus. Même constat dans les dictionnaires monolingues qui paraissent dans les 20 dernières années du siècle. La plupart des formes héréditaires qui étaient en concurrence avec une forme savante et qui étaient donc encore enregistrées chez Nico et dans les dictionnaires bilingues après lui, eh bien, la plupart de ces formes héréditaires ne se trouvent plus ni chez Richelet, ni dans l'Académie, ni chez Furetière. Deuxième évolution, me semble-t-il, on constate de façon générale une critique plus importante, plus virulente des latinismes.
dans cette seconde moitié du XVIIe. Ménage mis à part, on trouve à propos des latinismes, chez presque tous les remarqueurs, le même vocabulaire très péjoratif, parler latin en français, sentir le latin, mots écorchés du latin. Alors là, vous avez normalement donc en partage d'écran un extrait d'une remarque de Louis-Augustin Allemand sur tardité, en 1690. Notre langue est comme malade de répétition de mots latins et elle les refuse absolument, ou après les avoir pris, elle rejette bien souvent ce qu'on lui a fait prendre comme malgré elle. Tardité est un de ceux qu'elle n'a pu souffrir. Les latins disent tarditas, et ainsi tardité n'a été fort en usage que lorsque la nôtre était encore toute latine. On peut mentionner aussi, j'ai fait une petite recherche, bon, c'est un peu anecdotique, mais j'ai fait une recherche plein texte du mot latin dans le dictionnaire de l'Académie. Cette recherche montre que le mot latin se trouve presque exclusivement dans les énoncés d'exemples d'entrées marquées axiologiquement négativement. C'est-à-dire que les résultats, ce qu'on trouve, c'est mots écorchés du latin, débagoulé du grec et du latin. Il fourre toujours du grec et du latin dans ses plaidoyers. Cet homme est tout farci, à l'entrée farcir, de grec et de latin, etc. Voilà. Donc, alors, en fait, la critique des latinismes dans cette deuxième moitié du siècle est liée assez clairement à celle du néologisme. Et elle s'inscrit dans le débat qui oppose notamment Bourse et Ménage. La question du latinisme apparaît moins liée, il me semble, à celle du mot vieux, comme c'était le cas, on l'a vu dans la première moitié du siècle avec les doublés, que à celle du mot nouveau. Donc, s'il s'agissait surtout dans la première moitié du siècle de dégager la langue moderne de la langue ancienne, il s'agit plutôt maintenant d'empêcher la corruption de la langue moderne. Donc, les remarques qui abordent les latinismes dans cette deuxième moitié du siècle portent plutôt sur des mots isolés, d'une part, et des mots rares, d'autre part. La question est moins, me semble-t-il, la régulation morphologique du lexique que celle de la légitimité à faire naître, pour reprendre un verbe qui est employé par Bourse, la légitimité à faire naître un mot dans le discours. Les doutes sur la langue française de Bourse qui paraissent alors c'est pas les doutes là que vous avez là, non. Donc les doutes sur la langue française de Bourse qui paraissent en 1674 s'ouvrent sur le mot urbanité, qui est un emprunt au latin urbanitas, dont on ne relève qu'une occurrence dans Franc-Texte entre 1550 et 1650. On relève 7 occurrences dans la deuxième moitié du siècle, donc très peu. Et la question est de savoir si, je cite Bourse, M. Costard a eu le droit de se servir d'urbanité qui ne faisait que de naître. Même question pour fatuité et vénusté, dont urbanité est rapprochée ensuite. Je cite Bourse toujours. Que dites-vous de fatuité? C'est un mot latin comme urbanité et vénusté, mais est-il français? Un auteur célèbre en use dans un ouvrage qui a eu l'approbation du public. Bon. Alors, les dérivés sur base savante en IT, qui vont connaître un accroissement remarquable au XVIIIe siècle, sont tout particulièrement cités. Voilà, les remarqueurs s'interrogent sur les mots tout latins, aménité, domesticité, scurrilité, etc. Alors, ceci étant, l'argument morphologique n'est pas, cependant, n'est pas totalement absent du débat autour des latinismes dans cette seconde moitié du siècle. Par exemple, l'absence de base française pour l'emprunt d'un dérivé en latin peut expliquer, selon Bourse, qu'un mot ne s'établisse pas en français. C'est cette argumentation que l'on trouve, par exemple, dans la remarque sur le mot insidieux, qui est emprunté au 15e au latin insidiosus. Donc là, vous avez, voilà. Là, on peut lire un extrait de cette remarque. Je lis ce qui est en gras. Donc, dans les remarques nouvelles sur la langue française, 1675, en recherchant
Donc, la remarque porte sur insidiateur, insidiateur, insidiatrice. En recherchant la raison pourquoi certains mots ne s'introduisent point, quelque utiles qu'ils paraissent et quelque puissants protecteurs qu'ils aient, j'ai remarqué que nous ne recevons guère de nouveau un mot tout latin, à moins que nous n'en ayons déjà un qui lui ressemble en quelque façon et qui aide à le faire connaître. Par exemple, insidiae qui signifie embûche est l'origine d'insidieux et d'insidiateur. C'est de ce premier mot que les deux autres ont pris naissance. Il est, si ose ainsi parler, comme le père et le chef de famille. Nous n'avons point pris du latin ce premier mot, comme nous en avons pris tant d'autres, et c'est pour cela sans doute que nous n'avons pu nous accommoder d'insidieux et que nous aurons de la peine à nous accommoder d'insidiateur. On peut relever là, dans cet extrait, l'image du chef de famille que l'on retrouvera dans la préface du dictionnaire de l'Académie. Je vais en reparler à la fin. Mais voilà, il y a une différence quand même, c'est que dans la préface du dictionnaire de l'Académie, le chef de famille significativement désignera non plus le mot latin, mais la base française. On y reviendra. Alors, l'argument de bourse est refusé, bien sûr, par Ménage, hein, à plusieurs reprises dans les observations de Ménage. Voilà, donc on peut lire un extrait des observations rapidement. Il est très faux, dit Ménage, que nous ne recevions guère de nouveau un mot latin que nous n'en ayons un autre qui lui ressemble. Nous ne disons point adulé et nous disons adulateur. Ce mot est très français, n'en déplaise à nos maîtres qui prétendent qu'il est écorché du latin. Hein, et nous avons reçu sagacité, aménité, urbanité, sécurité, sans recevoir sagace, amène, urbain, sécure, etc. Voilà. Hein. Alors, d'autre part, quelques doublés sont encore abordés dans la seconde moitié du siècle, notamment chez Latouche et Allemand, chez Pierre de Latouche et Louis-Augustin Allemand, et le rejet du latinisme est là aussi de mise. Chez Pierre de Latouche, dans l'art de bien parler français, en 1696, on lit donc à surdité, sourdité, on devrait dire sourdité, puisqu'on dit sourd. Calvitie, chauveté, j'aimerais mieux le second, donc chauveté, parce qu'il me paraît plus français. Hein. Chez Louis-Augustin Allemand, toujours donc à propos de calvitie, chauveté, il est bien, je lis ce qui est en gras uniquement, il est bien plus naturel et plus raisonnable que nous disions chauveté, puisque nous disons chauve et non pas calve. Également, à propos, toujours chez Allemand, mais à propos cette fois-ci du couple clarté-clarté, pourquoi donc ne dirait-on pas clarté, qui est d'ailleurs plus français, hein, ce qui s'éloigne davantage du mot latin clarus. Voilà, donc on constate ici que la question du rapport morphologique entre le mot suffixé et une base attestée en français est de nouveau mise en avant sur fond de tension, notamment entre raison et usage. Mais c'est maintenant le mot construit sur une base française qui doit ou qui devrait être privilégié selon ces remarqueurs. Mais contrairement à ce qu'on lisait chez Nico ou Duplex, bien sûr, ici, l'argument vaut en synchronie. Alors, à la fin, et j'ai presque terminé, à la fin du siècle, dans le dictionnaire de l'Académie française, donc là, ce sera voilà, hein, le terme de ce parcours, dans le dictionnaire de l'Académie française, il n'y aura plus de tension entre base française et base savante. On sait en effet que le dictionnaire, la première édition du dictionnaire de l'Académie se caractérise par un regroupement morphologique des entrées, une option qui sera abandonnée dès la seconde édition en 1718. La première édition innove par ailleurs également en adoptant quasi systématiquement la définition morphosémantique des mots dérivés. Et alors,
ces regroupements morphologiques dans le dictionnaire de l'Académie ne rassemblent pas seulement les bases françaises et leurs dérivés, mais elles rassemblent aussi les mots formés sur une base latine, sans jamais faire d'étymologie ni justifier le rapprochement d'allomorphes. Donc je lis le premier extrait de la préface sous le point A. Comme la langue française a des mots primitifs et des mots dérivés et composés, on a jugé qu'il serait agréable et instructif de disposer le dictionnaire par racine, c'est-à-dire de ranger tous les mots dérivés et composés après les mots primitifs dont ils descendent, soit que ces primitifs soient d'origine purement française, soit qu'ils viennent du latin ou de quelque autre langue. Ainsi, donc, dans le dictionnaire de l'Académie, je donne quelques exemples. Débiteur est rangé sous devoir, maturité est rangée sous mur, etc. Et la question de la différence à faire entre base française et base empruntée, entre dérivation horizontale et dérivation verticale, eh bien, cette différence ne se pose plus. L'ordre des racines, pour reprendre pour citer la préface de l'Académie, cet ordre des racines est chargé d'afficher la créativité de la langue française qui intègre et assimile les bases savantes. Alors, c'est pour cette raison que les regroupements sont effectués à une condition qu'il existe un primitif en français. Je lis le deuxième extrait de la préface du dictionnaire de l'Académie. On s'est pourtant quelquefois dispensé de suivre cet ordre dans quelques mots qui, sortant d'une même souche latine, ont fait des branches assez différentes en français pour être mis chacun à part. Et on s'est aussi dispensé dans quelques autres mots dont le primitif latin n'a point formé de mots primitifs en français ou a été aboli par l'usage et dont par conséquent les dérivés et les composés sont en quelque façon indépendants les uns des autres, comme les mots construire et détruire qui viennent du latin struere qui n'a point passé en français. Donc, construire et détruire sont considérés comme indépendants l'un de l'autre parce qu'ils ne peuvent être rangés sous un chef de famille. Et donc là, voilà, on retrouve l'expression de bourse avec le déplacement que j'évoquais tout à l'heure, puisque là, le chef de famille est français. Ce chef de famille doit appartenir à la langue française. Donc la restriction au regroupement morphologique montre que, il me semble, dans le dictionnaire de l'Académie, la prise en compte du latin et du français comme stade distinct d'une chronologie est achevée. Cette restriction est également un acte normatif qui va contre l'histoire de la langue et qui témoigne du fait que la synchronie est une construction. On lit un peu plus loin encore dans la préface, que dans cet arrangement de mots, on a observé de mettre les dérivés avant les composés et de faire imprimer en gros caractères les mots primitifs comme les chefs de famille de tous ceux qui en dépendent, ce qui fait qu'on ne tombe guère sur un de ces mots primitifs, qu'on ne soit tenté d'en lire toute la suite, parce que, c'est ça qui m'intéresse et ce sur quoi je terminerai, parce qu'on voit s'il faut ainsi dire, l'histoire du mot et qu'on en remarque la naissance et le progrès. Et c'est ce qui rend cette lecture plus agréable, etc. Voilà, donc je terminerai sur ça. Il me semble qu'on a là un étrange emploi du mot histoire, là où précisément il n'en est pas question. Et voilà, donc à la fin du siècle, dans le dictionnaire de l'Académie, la langue française constitue, on le voit, en quelque sorte, sa propre origine. Voilà. Et je regarde l'heure, mais je vais, je crois, m'arrêter ici pour ne pas, voilà, pour laisser du temps pour les questions. Non, je ne sais pas, Gilles, au niveau du temps, ça va? Bien, parfait. Parfait. Merci beaucoup, Odile, pour cet exposé très, très riche qui a cumulé à la fois la recherche sur les attestations effective de ces mots, de ces doublés, et le sentiment des remarqueurs et des observateurs, et qui se termine par cette mise en question du rapport entre histoire et synchronie. Ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, je donne la parole aux participants pour des questions à Odile. Donc, nous allons maintenant entendre la présentation de
Wendy Bennett, qui nous donnera peut-être la solution de savoir qui a dit d'éteur et d'éditeur, comme dans la remarque de Vaugelas. Alors, je remercie particulièrement Wendy Bennett, qu'il n'est pas nécessaire de présenter pour beaucoup d'entre nous, hein, mais que je vais tout de même présenter notamment pour les doctorants, qui est professeur à l'Université de Cambridge et qui a publié de nombreux textes en histoire de la langue française. Après sa thèse sur Vaugelas en 1987, elle a développé une recherche très importante sur les remarqueurs, sur les remarques et observations sur la langue française, en créant notamment le corpus des remarques et observations sur la langue française qui est actuellement hébergé par Garnier Numérique et qui est très précieux pour une recherche automatique de tous ces commentaires faits sur la langue du XVIIe siècle. Et dans le cadre de ce corpus, les éditions, les versions papier des éditions paraissent les unes après les autres, et Wendy Bennett va nous présenter aujourd'hui celle de Vaugelas. Mais je voudrais également citer son livre très important sur la variation sociolinguistique au XVIIe siècle, Cambridge University Press en 2004. Le livre coécrit avec Magali Segido, Remarques et observations sur la langue française, Histoire et évolution d'un genre, Garnier 2011. Et puis, pour les étudiants, la très intéressante Histoire de la langue française à travers les textes, publiée en 1996. Elle a également coédité de nombreux collectifs sur l'histoire de la langue française, un certain nombre des colloques organisés par la SIDF, Société internationale de diachronie du français, dont elle a été présidente. Et parmi ses dernières publications, donc aujourd'hui, elle va nous présenter le volume des remarques sur la langue française que voici, hein, paru chez Garnier en 2018, mais je voudrais également citer la coédition qu'elle a faite avec Janice Carruthers du manuel de sociolinguistique des langues romanes chez De Gruyter en 2018. Et je voudrais également mentionner qu'elle est pilote, porteur d'un projet AHRC sur le multilinguisme, Multilingualism, Empowering Individuals, Transforming Societies, un grand projet sur l'éducation multilingue en Grande-Bretagne. Donc, merci beaucoup, Wendy, de ta présentation, de ton édition des remarques de Vaugelas. Je vais essayer de partager mon écran pour commencer. Donc, un grand merci pour l'invitation de vous présenter mon audition des remarques sur la langue française de Vaugelas, qui est parue chez Classique Garnier en 2018. C'est un grand plaisir d'être avec vous, même si le confinement m'empêche de venir en personne à Paris actuellement. J'aurais dû enfin faire cette présentation l'année dernière, mais bon, on arrive à reprendre des choses. Donc, comme a dit Gilles, mon audition fait partie de la série Remarques et observations sur la langue française, qui elle-même fait partie de la collection Descriptions et théories de la langue française, dirigée par Bernard Colomba et Jean-Marie Fournier. Mon édition de Vaugelas constitue le premier volume de la série et nous avons publié en même temps un deuxième volume, La liberté de la langue française dans sa pureté de Scipion Duplex, édité par Douglas Kibbe et Marcus Keller. Et comme vous le savez, l'ouvrage de Duplex a été publié en 1641 en réponse aux remarques de Vaugelas. Et il y a un beau compte rendu de l'édition de Duplex par Violaine Giacomotto Cara dans le volume 22 de la revue Le Français Préclassique, qui le considère, je cite, comme un riche et remarquable travail. Et vous trouverez dans ce même numéro un compte rendu de mon édition de Vaugelas, rédigé par Nathalie Fournier, si cela vous intéresse.
Comme a expliqué Gilles, les éditions critiques papier constituent un complément important au grand corpus des grammaires françaises, des remarques et des traités sur la langue, dont la première tranche a été publiée en 2011, 14e siècle au 17e siècle. Dans la première tranche, on a publié 15 volumes d'observations et de remarques. Et nous sommes en train de terminer une deuxième tranche qui ajouterait 15 volumes du XVIIe siècle. Par exemple, les remarques de Wapi, c'est un texte très intéressant de 1634, qui est en quelque sorte un précurseur aux remarques de Vaugelas. Les nouvelles remarques de Bérin, les doutes de Bourg, les 2 volumes intitulés Le génie de la langue française de Jean Désy. Et puis, nous allons ajouter 9 textes datant du XVIIIe siècle, y compris les remarques d'Olivet et les gasconismes corrigés par Desgruet. Et je vais mentionner qu'il y a aussi un volet comprenant les grammaires les plus importants du XVIIIe siècle, dirigé par Bernard Colomba. Je crois qu'il est présent, il peut vous en dire quelques mots à la fin de mon intervention peut-être. Donc vous me direz peut-être pourquoi une nouvelle édition de remarques de Vaugelas? On en a déjà beaucoup. On a l'édition en 2 volumes de Alexis Chassin de 1880. L'édition en facsimilé de Jean Streicher de 1934 et l'édition la plus récente de Zygmunt Marcis 2009. Et bon, il est évident qu'il y a des points communs avec ces autres éditions, mais je vais essayer d'indiquer quelles sont, à mon avis, les différences les plus importantes. Et ces différences concernent à la fois l'introduction, le contenu de l'introduction et l'annotation du texte. Vous avez sur l'écran le plan de l'ouvrage et vous verrez tout de suite qu'il y a une introduction assez importante de 200 pages. Et puis le texte annoté avec beaucoup de notes en bas de page. Et puis, il y a 4 annexes. La première annexe est une liste des principales éditions et réimpressions de remarques de Vaugelas et le nombre de nouvelles éditions de réimpressions qui, tout au long du XVIIe siècle, fait preuve du grand succès du livre de Vaugelas. Puis, il y a une deuxième annexe, les remarques inédites. Le seul manuscrit des remarques qui existe encore, qui est toujours conservé à la bibliothèque de l'Arsenal à Paris, contient des remarques et des passages qui n'ont été publiés ni dans les remarques de 1647, ni dans les nouvelles remarques de 1690. Il n'est pas possible de déterminer de façon très précise le nombre d'inédits. La définition et la délimitation de ce qui est inédit n'étant pas toujours faciles. Sans compter les renvois et les rappels, les citations sans commentaire, les titres sans observation et les notes personnelles, ainsi que les listes de citations et les notes en lien avec la future préface, il reste une cinquantaine de remarques inédites, brèves pour la plupart. Et là, il y a une petite différence, par exemple, avec l'édition de Chassagne. Chassagne dresse une liste de 18 inédits qui omet, à mon avis, des observations qui n'ont jamais été publiées, tout en contenant inversement des observations qui ne sont pas vraiment inédites. Par exemple, il inclut dans sa liste des remarques inédites le jugement sur la prononciation d'adversité, qui est quand même incorporé dans la remarque intitulée « Quand il faut prononcer le D au mot qui commence par un ad », avec une autre consonne après le D. Troisième annexe, classement des remarques. Dans le volume que j'ai publié en 2011 avec Magali Séjudo, remarques et observations sur la langue française, histoire et évolution d'un genre, nous avons déjà proposé une typologie des remarques que nous avons essayé d'appliquer à tous les volumes de remarques de la collection Garnier, du premier volume, du premier volet
des remarques pour en faciliter la compréhension. Ce classement comporte 7 sections, une méthodologie de définition, 2 prononciation, 3 orthographe, 4 morphologie, 5 syntaxe, 6 lexique, 7 style. Comme on le verra, j'ai également employé ce classement dans la partie de l'introduction consacrée à l'analyse des remarques. Ce type de classement n'est pas sans comporter une part d'arbitraire. Il est souvent difficile d'établir une distinction nette entre les différentes catégories, surtout dans le cas de la prononciation et de l'orthographe, et une seule observation peut traiter de plusieurs questions différentes. Le classement nous permet pourtant de déterminer quelles questions le préoccuper plus particulièrement, ce que la présentation volontairement discousue du volume nous empêche de voir clairement. Et en effet, plus de 70% des observations sont consacrées à 2 grands centres d'intérêt, la syntaxe et le lexique. Les remarques sur la morphologie et la prononciation constituent ensemble un peu plus de 20% du volume, et les questions de style et d'orthographe demeurent enfin, chez Vaugelas, des préoccupations relativement mineures. Quatrième annexe, lettres manuscrites envoyées par Vaugelas. J'ai dressé la liste de 27 lettres que nous connaissons. Et bon, bien, le volume termine, comme toujours, par les références bibliographiques et par 3 index, un index des noms cités par Vaugelas, des titres cités par Vaugelas et du métalangage. Donc, je vais commencer par présenter le schéma de l'introduction et puis je me concentrerai sur la section qui traite de l'analyse linguistique des remarques en vous présentant quelques études de cas. Dans 45 minutes, j'ai dû choisir quelques cas. Dans la deuxième partie de mon intervention, je parlerai de l'annotation du texte lui-même en vous donnant quelques exemples de la démarche que j'ai adoptée dans les notes de bas de page. Pour citer le 4e de la couverture, l'ouvrage propose une analyse détaillée des idées linguistiques de Vaugelas en examinant successivement les remarques sur la prononciation et l'orthographe, la morphologie, la syntaxe, le lexique, le style, en les comparant avec l'usage contemporain. Il situe Vaugelas dans l'histoire de la standardisation et la grammatisation du français et examine à nouveau frais dans quelle mesure il est prescripteur. Donc, le volume commence de façon traditionnelle, disons, Vaugelas, l'homme et l'œuvre, et puis on a une section sur la genèse de l'ouvrage, genèse longue et quand même assez intéressante. Dans la 3e section, je traite des sources métalinguistiques et littéraires utilisées par Vaugelas. Il y a des sources grecques et latines. Il y a des sources italiennes et puis les sources les plus importantes, bien sûr, les sources françaises que je divise en 3 tranches selon la chronologie. Dans une 4e section, je traite du bon usage et de la variation sociolinguistique. Et tout le monde le sait, dès la première page, dans la première section de la préface, Vaugelas présente son ouvrage comme une description de l'usage. Passage bien connu, je cite, « Ce ne sont pas ici des lois que je fais pour notre langue de mon autorité privée. Je serais bien téméraire, pour ne pas dire insensé. Car à tel titre et de quel franc prétendre un pouvoir qui n'appartient qu'à l'usage, que chacun reconnaît pour le maître et le souverain des langues vivantes. » Décrire l'usage implique toutefois nécessairement que l'on choisisse quel usage on veut promouvoir, si bien que la discussion se tourne rapidement vers la définition du bon usage, préface 2, ou, pour nous servir des termes modernes, de la norme descriptive à la norme prescriptive. Par conséquent, coexistent chez Vaugelas 2 modèles différents. Un modèle prescriptif ou codificateur qui vise à promouvoir le bon usage et à rejeter les variantes représentant le mauvais usage,
et un modèle plutôt sociolinguistique, selon lequel les variantes sont jugées plus ou moins bonnes, selon le contexte, le registre, le style, le médium, français écrit, français parlé, poésie, prose, et ainsi de suite. Et à mon avis, beaucoup d'études ont mis l'accent sur la première dimension, le modèle codificateur, le modèle prescriptif, sans reconnaître suffisamment la dernière dimension. Et c'est ce que j'ai essayé de faire un peu dans mon introduction. On a ensuite une 5e section sur la présentation décousue de l'ouvrage. Il faut se souvenir que dans le manuscrit, Vaugelas a adopté dans les grandes lignes un ordre alphabétique. Donc, il a volontairement rejeté l'ordre alphabétique du manuscrit, du seul manuscrit qui survit. Et puis, traitement du métalangage, et je traite 3 types de métalangage dans cette partie. Le métalangage hérité de la tradition grammaticale latine, métalangage très traditionnel, nom, verbe, pronom et ainsi de suite. Les termes, disons, semi-techniques, par exemple l'usage du verbe se manger pour décrire les lésions, une voile se mange, un usage semi-technique, et puis les marques d'usage et termes associés à la notion de correction, bon, mauvais, meilleur, et ainsi de suite. Je vais passer assez rapidement sur les remarques sur la syntaxe parce que j'ai l'impression de l'avoir déjà présenté plusieurs fois, mais je vais en dire quand même quelques mots. Les remarques qui traitent la syntaxe sont importantes de façon quantitative, 36% des remarques. Les pourcentages sont approximatifs, bien sûr, mais ça donne quand même une idée des proportions différentes. Mais aussi de façon qualitative, ce sont des remarques qui sont souvent les plus longues parmi les remarques de la collection. Si l'on compare son travail à celui des grammairiens qui l'ont précédé, il est intéressant de noter l'importance attribuée à l'accord grammatical, 30 observations, à la coordination, 23 observations, et à l'ordre des mots. En revanche, les problèmes, par exemple, liés à l'anaphore, qui préoccuperont de plus en plus ses successeurs, occupent une place assez mineure chez Vaugelas. Si la syntaxe représente une préoccupation centrale dans l'ouvrage, les remarques syntaxiques ne sont pas fondées sur une théorie élaborée ou complexe de la syntaxe du français. Nathalie Fournier nous rappelle dans son compte rendu de mon édition que c'est également le cas pour les grammairiens de l'époque. Les jugements formulés par Vaugelas ne sont pas toutefois complètement aléatoires ou dépourvus de fil conducteur. Enfin, c'est ce que j'ai de faire dans les grandes lignes, dans cette introduction, de voir s'il y a quand même des principes qui sous-tendent cette collection de remarques qui peuvent sembler tout à fait sans raison, sans ordre. En l'absence d'une théorie syntaxe développée, il se fonde sur quelques principes fondamentaux que vous voyez sur l'écran. Premier principe, la conviction que la plupart des constructions grammaticales sont régulières, que l'usage opère par raison. Par Vaugelas, le français est plus exact et plus régulier que le latin, par exemple parce qu'il évite les relatives que nous disons de liaison, c'est-à-dire les phrases qui commencent par un pronom ou un adjectif relatif. Autres exemples de l'usage qui opère par raison, l'accord grammatical, l'accord du sujet avec le verbe, de l'adjectif avec le nom, et ainsi de suite. Deuxième principe, il convient avant tout de respecter l'impératif de nettité, c'est-à-dire d'éviter à tout prix les constructions équivoques,
même si dans un contexte donné, l'ambiguïté est plutôt virtuelle que réelle. L'importance attribuée par Vaugelas à la nettité s'explique par référence au contexte socio-culturel. Dès la préface, Vaugelas annonce que, je cite, « Il ne faut qu'un mauvais mot pour faire mépriser une personne dans une compagnie, pour décrier un prédicateur, un avocat, un écrivain. » Si l'on fait hésiter son interlocuteur ou son lecteur, même temporairement, sur le sens de la construction, on risque qu'il perde l'intérêt ou même cesse de vous respecter. Troisième principe, selon lequel chaque proposition doit être claire et immédiatement compréhensible sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours au contexte et aux éléments non linguistiques pour la déchiffrer. Quatrième principe, la syntaxe doit être explicite et le marquage morphologique et syntaxe maximale. Chez Vaugelas, la critique des tournures elliptiques concerne notamment les syntagmes coordonnées et l'ellipse est surtout reprise quand la restitution de la tournure complète dans le second membre rend la construction incongrue ou quand il est impossible d'identifier ou de récupérer les éléments omis. Et seule exception à ce principe est la soit-dite règle des synonymes. Et cinquième principe, qui me semble sous-tendre les remarques, concerne la linéarité ou la proximité des termes apparentés. Une relation de dépendance doit être reflétée dans la phrase par le rapprochement maximal ou par la contiguïté des éléments interdépendants. Les traits plus esthétiques et plus subjectifs du bon usage, énumérés à la fin de l'ouvrage, la douceur, l'élégance, la breveté et la netteté, jouent un rôle plutôt secondaire dans le domaine de la syntaxe. Quant aux questions lexicales, tout comme les questions syntaxiques et morphosyntaxiques, elles représentent environ 35% des remarques de Vaugelas. Comme l'a déjà noté Simone de la Salle en 2006, les remarques de Vaugelas constituent une étape importante entre la lexicographie ou multilingue de Nico, de Monet, de Pajot, et de la lexicographie monolingue de la fin du siècle, car elle propose une description de l'usage des mots et des expressions françaises de plus en plus riche et détaillée. Là aussi, j'ai essayé d'identifier les préoccupations majeures et la sous-catégorie de loin le plus important est celle qui traite de l'acceptabilité et de la propriété des mots et d'expression. Là, on a catégorisé plus de 100 observations. Ces remarques indiquent quels mots et quelles expressions font partie du bon usage et nuancent leur emploi selon les paramètres sociolinguistiques et les marques d'usage. Dans cette rubrique, les remarques qui dominent sont celles qui discutent des néologismes et des archaïsmes. Le deuxième ensemble d'observations le plus important, près de 60 remarques, a trait à des problèmes sémantiques, qu'il s'agisse de la définition des termes et de l'acceptabilité des significations ou de la différenciation de mots et d'expressions apparentées. Vaugelas discute souvent conjointement de 2 ou 3 termes apparentés pour distinguer les usages, terrain, terroir, territoire, consommer, consumer, les exemples sont bien connus, ou pour décrire plus précisément les finesses sémantiques régissant leur emploi, travail qui préfigure celui des dictionnaires des synonymes du XVIIIe siècle. Et puis, il y a un troisième groupe relativement mineur, une vingtaine de remarques, qui s'intéresse à la morphologie lexicale, c'est-à-dire la dérivation, la composition et au choix entre les formes populaires et formes savantes.
on a déjà entendu beaucoup dans la première intervention par Odette. Je vais revenir à l'exemple de innombrable un peu plus tard. Commençons par la propriété des mots et des expressions. Pour Vaugelas, une communication efficace exige qu'on n'utilise aucun mot ni aucune expression que son interlocuteur ne comprendra pas. Il faut donc éviter les termes qui ne font pas partie du bon usage ou de ce que l'Académie appellera dans la préface de son dictionnaire à la fin du siècle la langue commune. Dans la discussion des façons dont on peut commettre un barbarisme, qu'il appelle premier vice contre la pureté, Vaugelas dresse un bilan des questions les plus importantes traitées dans les remarques sur la propriété. Cette observation donne des exemples de différents types possibles de barbarisme relatifs à l'usage des mots, des expressions et des particules. Le premier type est l'usage d'un mot et d'une expression qui n'est point français. En effet, dans une vingtaine d'observations, Vaugelas se demande si l'usage d'un mot et d'une expression devrait être admis ou censuré. Parmi les exemples de termes censurés, citons ambitionné, encore et à même. Quant aux mots et expressions qui sont admis, il s'agit souvent d'expressions qui semblent être contre la raison, mais qui font néanmoins partie du bon usage. Par exemple, péril imminent plutôt qu'imminent. Peu s'en est fallu plutôt que peu s'en est failli. Dans d'autres cas, deux alternatives sont censées être également acceptables. Par exemple, demain matin et demain au matin. Un deuxième type de barbarisme consiste à employer un mot ou une expression qui était, je cite, une expression autrefois, mais qui ne l'est plus, ou qui est encore si nouveau et si peu établi par l'usage qu'il passe pour barbarisme. Une bonne cinquantaine de remarques de Vaugelas traitent des néologismes et des archaïsmes. Concernant les néologismes, Vaugelas établit une distinction entre les mots nouveaux et les expressions nouvelles. En principe, les premiers sont toujours à éviter et il affirme que, je cite, « il n'est pas permis à qui que ce soit de faire de nouveaux mots, non pas même au souverain ». Cette défense absolue est pourtant atténuée pour trois raisons. En premier lieu, Vaugelas fait marche arrière immédiatement en notant que, je cite, un souverain ou un favori peut créer un mot, je cite, par accident, à cause que ces sortes de personnes ayant inventé un mot, les courtisans le recueillent aussitôt et le disent si souvent que les autres le disent aussi à leur imitation. Autrement dit, la diffusion est garantie par la personne qui a créé le mot. En deuxième lieu, il indique qu'il ne parle que des mots simples et que les dérivés sont plus acceptables. En troisième lieu, il note que dans l'usage oral, il est possible de créer des mots, je cite, sur le champ, comme brusqueté, inaction, impolitesse, pourvu que cela soit par raillerie. Étant donné qu'il s'oppose en théorie à l'emploi de mots nouveaux, il est frappant que, dans la majorité des cas particuliers examinés, Vaugelas accueille les néologismes de façon positive. L'argument qui revient le plus souvent pour défendre l'emploi de mots nouveaux est l'idée qu'il a un sens qui n'est pas exprimé par un mot qui existe déjà en français. Par exemple, sécurité, sériosité, de vouloir. Parmi les 4 mots expressions empruntés à l'italien, 3 sont jugés acceptables: intrigue, conjoncture, incognito. Et seule l'expression vers où est censurée. La problématique de l'emprunt n'est pas abordée en tant que telle.
Deux termes empruntés au latin sont également évoqués quand même de façon élogieuse, insidieux et transfugue. Même si Vaugelas conseille d'introduire le premier par une expression comme « s'il faut user de ce mot » ou « s'il faut ainsi dire » pour l'adoucir. D'autre part, le verbe invectiver, dérivé du substantif invective, n'est pas toléré, probablement parce que l'expression fait des invectives existe déjà. Les observations sur les mots archaïques ou vieillis sont nombreuses. On a catégorisé 37 dans cette rubrique. Vaugelas accepte toujours le jugement de l'usage, même s'il déplore assez souvent la perte des mots et des expressions qu'il juge utiles. Il semble surtout regretter la disparition de l'usage de ce qu'il appelle les façons de parler pour les liaisons et les commencements des périodes. Par exemple, l'élocution adverbiale telles que « en somme » et « au demeurant » ou les conjonctions de coordination telles que « partant ». Il évoque également avec nostalgie les verbes magnifier, taxer et souloir, qui lui semblent exprimer clairement le sens voulu et sans équivalent exact en français. Dans le domaine de la variation diatopique, les régionalismes sont toujours censurés par Vaugelas. Et en effet, les commentaires sur les provincialismes sont relativement rares dans les remarques, peut-être parce qu'il pensait publier un ouvrage distinct sur cette question, si l'on croit le témoignage d'Allemand dans les nouvelles remarques de Vaugelas. Dans la plupart des cas examinés jusqu'ici, Vaugelas prend une décision relativement nette sur l'acceptabilité ou la non-acceptabilité d'un mot ou d'une expression dans le bon usage. Dans d'autres observations qui sont plutôt de type sociolinguistique, il nuance son jugement en indiquant que le mot ou l'expression n'appartient qu'à l'oral, un registre donné, ainsi certains types de textes, poésie, prose, à une pratique, naviguer, naviger par exemple, ou profession, ou à l'usage des dames. Vaugelas note qu'il existe relativement peu de mots et d'expressions français qui sont condamnables en prose, mais acceptables ou même nobles en poésie. Donc, vous avez sur l'écran l'exemple de discours pour discorde. Discours pour discorde ne vaut rien en prose, mais il est bon en vers. Et si de nos discours, l'infâme vitupère, dit M. de Malherbe. Les autres poètes en sont aussi usés, et devant et après lui. C'est un de ces mots que l'on emploie en vers et non pas en prose, dont le nombre n'est pas grand. Néanmoins, je suis bien trompée si l'un de nos plus excellents écrivains, et le manuscrit nous indique clairement qu'il s'agit de Godot, dans ses paraphrases des Psaumes de David, et non pas de Sénot, comme l'indique le clé de Conrad, donc que c'est Godot, qu'il a employé une fois dans la paraphrase, qui lui a acquis tant de réputation. Quoi qu'il en soit, on ne s'en sait en prose que très rarement, y ayant quelques lieux où peut-être il pourrait trouver sa place. Donc, si on regarde les dictionnaires, Étienne, Nico et Cotgrave ne donnent que la forme discours. Et parmi les occurrences de discours dans Frontex pour la période 1647, la grande majorité apparaît effectivement dans les textes en fer chez Scudery, Corneille ou Durayer. Il s'agit parfois de mots archaïques ou vieillis en prose qui peuvent encore trouver leur place dans les vers. Exemple, le vouloir ou fort. Parmi ces sources littéraires, Malherbe est surtout prisé pour son usage poétique. Donc, exemple de fort. Fort se disait autrefois en prose et en vers pour dire hormis. Mais aujourd'hui, il est tout à fait banni de la prose et il n'y a plus que les poètes qui en usent, parmi lesquels non seulement il n'est pas mauvais, mais il passe pour noble et beaucoup meilleur que or dans la prose sincère. Les exemples en sont fréquents dans M. de Malherbe et dans tous les autres poètes.
Et ici, ce jugement est confirmé par l'usage tel qu'il est attesté par Frontex. On a vu beaucoup d'exemples dans les graphiques d'Odile où elle a dit que le changement a lieu entre 1650 ou 1600, à la fin du siècle ou un peu plus tôt. Et on voit très souvent que Vaugelas voit clairement que l'usage est en train de changer, qu'on arrive à un moment décisif et qu'il a ce qu'elle a appelé, je crois, une chronologie assez courte, une diachronie courte dans ses remarques. Donc, si on regarde Frontex, parmi les 141 exemples attestés pour la période 1600-1647, la grande majorité date des années 1629. Donc, l'usage est clairement en déclin. Et quand on regarde la période 1630-1647, 19 des 24 exemples proviennent de vers. Donc, il a bien identifié le fait que la forme est en train de disparaître, mais là où les exemples demeurent encore, c'est surtout la poésie. Si on regarde ce qu'en disent les autres remarqueurs et grammairiens, Maupas et Wapi admettent toujours fort, mais Houdin, 1640, juge que fort et forsque sont antiques et vulgaires. Tant au dictionnaire, Étienne, Nicot et Cotgrave l'acceptent, mais il y a plutôt hésitation à la fin du siècle. Furetière inclut fort sans commentaire. Et il est souvent beaucoup plus ouvert, comme on le sait, aux archaïsmes. Il a une vision, disons, plus encyclopédique de l'usage. Richelet, comme il est souvent le cas, suit Vaugelas en le jugeant hors d'usage, tandis que, selon l'Académie, il vieillit. Donc, je vais dire maintenant quelques mots sur les notes de bas de page, le commentaire. Et dans le commentaire, j'ai essayé de retracer la genèse des idées linguistiques de Vaugelas depuis sa première traduction de 1615 à travers les différentes étapes représentées dans le seul manuscrit autographe de l'ouvrage, jusqu'à la version définitive du texte publiée pour la première fois en 1647. Pour chaque remarque, j'ai essayé de comparer les jugements de Vaugelas avec l'usage contemporain, surtout la période 1600-1647. Et je considère en quelle mesure les observations de Vaugelas ont influencé l'usage ultérieur en comparant son jugement avec l'usage dans la période 1648 à la fin du siècle. Et j'ai essayé aussi d'identifier tous les sources anonymes citées par Vaugelas. Donc, vous avez sur l'écran là les étapes dans l'élaboration des idées linguistiques de Vaugelas. Il faut se souvenir que Vaugelas ne publiait pendant sa vie que 2 ouvrages. La traduction des Sermons de Fonseca en 1615, les Sermons de Fonseca sur tous les évangiles du Carême, et les remarques sur la langue française publiées plus de 30 ans après. Cependant, si l'on ajoute à ces textes la première version des observations telles qu'apparaît dans le manuscrit de l'Arsenal et les 2 éditions posthumes de la traduction de Quinte-Course, 53 et 59, son œuvre nous permet de suivre quand même l'évolution de ces idées sur la langue française pendant la première moitié du siècle, trajectoire qui accompagne celle du développement du français classique. Et vous noterez que je n'ai pas mis dans cette liste les nouvelles remarques de Vaugelas de 1690. Pourquoi? Parce que ce sont les rejets du manuscrit. Il y a 255 remarques manuscrites que Vaugelas choisit de ne pas diffuser en 1647,
mais qui furent publiés plus tard par Allemands dans les nouvelles remarques de 1690, dans la plupart des cas sans aucune modification, si ce n'est qu'une petite clarification du sens de l'observation, l'ajout d'une citation ou d'un exemple ou la suppression d'une expression de doute ou d'hésitation. Il y a, si on, à part ces 255 remarques qui sont les rejets du manuscrit, il y a, Allemand semble ajouter 30 autres remarques, dont les 2/3 dont des exemples empruntés à la traduction de Quinte-Kurs avec les commentaires de l'Académie. C'est intéressant de considérer pourquoi Vaugelas a choisi de ne pas diffuser ces remarques. Dans la plupart des cas, il avait changé d'avis, soit parce que l'usage avait évolué depuis la rédaction de l'observation consignée dans le manuscrit, soit parce que ses collègues et ses amis l'avaient averti quand son jugement était fautif ou qu'il s'était lui-même rendu compte de son erreur. Un exemple de changement d'usage est celui du choix entre, je crois que Odile l'a déjà cité, entre superintendant et surintendant dans le manuscrit. Dans le manuscrit, Vaugelas juge qu'il faut dire superintendant, tout en notant que l'autre forme est acceptable. Or, comme le remarque Allemand dans son commentaire, Ménage confirme que superintendant était une forme ancienne et obsolète. Donc, il a choisi de ne le pas publier. Dans le manuscrit, Vaugelas continue à défendre l'usage d'exercice, mot très utilisé par Amiot et Coifteau, en particulier pour éviter la répétition trop fréquente d'armée, même s'il note que certains écrivains ne l'approuvent pas. Le jugement d'Allemand, selon lequel le mot était déjà condamné par le bon usage au temps de Vaugelas, est corroboré par l'examen de l'usage contemporain, comme il est attesté dans Frontex. Donc, il y a des raisons très précises pourquoi Vaugelas a choisi de ne pas faire publier ces 255 remarques. Ce sont des questions qui sont surannées et où il a nettement changé d'avis. L'étude des importantes différences entre le manuscrit et le texte nous permet d'examiner à la fois la façon de travail de Vaugelas et la manière dont ses idées sur la langue française ont mûri et évolué. Dans l'histoire de l'émergence du français classique, le manuscrit représente une étape importante entre l'usage précoce de Vaugelas dans la traduction des Sermons de Fonseca et la formulation définitive de ses idées en 1647. La main identique à celle employée dans les lettres autographes signées par Vaugelas est en général bien lisible, mais les ajouts dans la marge, en particulier en haut et en bas des feuillets, sont parfois difficiles à lire, soit parce que les caractères sont très petits ou trop serrés, soit parce que les pages sont abîmées. Pour pouvoir suivre l'évolution des idées de Vaugelas, j'ai inclus les ratures, les ajouts qui sont mis entre chevrons. Donc, j'ai essayé de noter quand il a changé d'avis tout en rédigeant une observation. La quantité de ratures, de corrections, d'ajouts et de notes marginales, ainsi que l'inclusion de différentes versions de la même remarque à divers stades de la rédaction, indique qu'il s'agit d'un ensemble d'observations recueillies pendant une longue période. Vous avez sur l'écran deux exemples de feuillets du manuscrit. Cet exemple à gauche, c'est un texte qui est très lisible, très facile à lire, tandis que le feuillet droit, un exemple de feuille qui est, que j'ai trouvé moi-même quand même difficile à lire. Certains commentaires sont notés à l'envers, ici par exemple, ici aussi, ici, et il y a beaucoup d'ajouts et quelquefois les caractères sont très, très, très petits et le feuillet est abîmé. Donc, il y a des parties qui sont quand même très, très difficiles à lire, qui ont pris beaucoup de temps. Bon, j'ai essayé de
de choisir des exemples sur les latinismes pour entrer un peu dans le sujet du séminaire. Donc, vous voyez que j'ai traité quelques-uns des mêmes exemples qu'Odile. L'exemple d'innombrable, innombrable est un exemple où il change d'avis entre le manuscrit et le texte publié. Donc, dans le manuscrit, on a innombrable est beaucoup meilleur qu'innombrable, quoiqu'il approche plus du latin. Mais il y a plusieurs mots en notre langue qui, approchant du latin, ne laissent pas d'être meilleurs que d'autres qui, signifiant la même chose, s'en éloignent. Monsieur Coifteau dit toujours innombrable. Et à cette époque, Vaugelas a été beaucoup influencé par Coifteau. On voit cette même influence dans la première version de la traduction de Kant-Kurs, tandis que dans la deuxième version de la traduction de Kant-Kurs, qui est parue en 1959, on voit plutôt l'influence de Perrault d'Ablancourt. Donc la version publiée dans les remarques, du temps du cardinal Duperron de M. Coifteau, on disait toujours innombrable et jamais innombrable. Maintenant, tout au contraire, on dit innombrable et non pas innombrable. Il est vrai qu'une des meilleures plumes et des plus éloquentes bouches dont le palais se puisse vanter m'a appris que dans le genre sublime, ce mot comme plus majestueux peut encore trouver sa place. Et on sait, en regardant la clé de Conrad, et aussi un commentaire fait par Thomas Cornet dans ses commentaires sur les remarques de Vaugelas, que cette plume, cet auteur qui lui a donné ce conseil est Olivier Patru. Donc, innombrable apparaît dans les dictionnaires d'Étienne, de Nicot et de Cotgrave, mais ne figure dans aucun des 3 dictionnaires monolingues de la fin du siècle. Nicot est le premier à inclure innombrable, mais son entrée indique que ce terme est encore secondaire. Innombrable, id est innombrable. L'usage tel qu'il est attesté dans Frontext, 1647, semble confirmer le jugement de Vaugelas. Innombrable est 2 fois moins fréquent qu'innombrable, et 9 des 10 exemples de la première forme datent de la période 1600-1619. Un exemple un peu différent de la genèse des idées linguistiques de Vaugelas, un exemple d'une remarque qui ne figure pas dans le manuscrit, l'exemple de voix même. Voix même, j'avoue que ce terme est comme nécessaire en plusieurs rencontres et qu'il a tant de force pour exprimer ce en quoi on l'emploie ordinairement que nous n'avons point d'autre à mettre en sa place qui fasse le même effet. Néanmoins, il est certain qu'on ne le dit plus à l'accord et que tous ceux qui veulent écrire purement ne n'oseraient user. Pour moi, je ne le condamne point aux autres, mais je ne m'en voudrais pas servir à cause qu'il y a 2 sortes d'usages, le commun et l'excellent, et que je ne voudrais pas user d'une façon de parler que l'excellent usage eût condamné. Et l'on a beau se plaindre de l'injustice de cet usage, il ne faut pas laisser de s'y soumettre, encore qu'on le croit injuste. J'ajouterai que ceux qui ont accoutumé de s'en servir ne pensent pas s'en pouvoir passer et que ceux qui ne s'en servent jamais ne s'aperçoivent pas qu'ils en aient besoin. Donc, remarque qui ne figure pas dans le manuscrit, et Vaugelas se sert lui-même de l'expression dans sa traduction des Sermons de Fonseca. Donc, on sait que c'est une remarque assez tardive. Ici, nous avons un cas qui est quand même assez rare où l'usage d'un Frontex ne semble pas valider ce jugement. Voire même apparaît dans toutes les décennies avec la publication des remarques. Première décennie, 16 exemples, les années 1610, 13 exemples, les années 1620, 30 exemples, 1630, 45 exemples, 1640 à 1647, 22 exemples. Donc, 132 exemples en total.
Et on a des exemples chez ces autorités, Orphée, Balzac, Cofteau. En revanche, son usage devient beaucoup moins fréquent après Vaugelas. Pour la période 1647 à 1699, il n'y a que 36 exemples. Donc 132 pour la première moitié, 36 exemples pour la deuxième moitié. Et j'ai voulu revenir à la question de la distinction entre poésie et prose, parce que c'est non seulement le jugement sur des formes en particulier, mais la conception qu'avait Vaugelas du rapport entre l'usage de la poésie et de celui de la prose semble avoir également évolué au cours de la genèse de l'ouvrage. Dans le manuscrit, il note que l'une des grandes douceurs de la poésie française réside dans le fait qu'elle utilise le même vocabulaire que la prose, ce qui rend le langage poétique compréhensible. Il explique en effet que seuls les mots main et gens au singulier ne s'utilisent qu'en poésie, ainsi que discours, dont l'emploi est acceptable en prose, mais bon en vers. Dans le texte publié, de plus nombreux mots sont décrits comme particulièrement aptes à l'usage poétique. Vaugelas juge que futur est plus de la poésie que la bonne prose, et il établit une distinction entre deux mots consacrés à la poésie et pour moi à la prose. Et ces deux questions, futur et de moi, pour moi, ne figurent pas dans le manuscrit. Vaugelas souligne que ces commentaires portent uniquement sur l'absence de distinction lexicale entre poésie et prose, puisque dans le domaine syntaxique, la poésie a recours à de nombreuses transpositions qui ne seraient pas tolérées en prose. Vaugelas nie dans le manuscrit qu'un poète puisse choisir un terme pour satisfaire les contraintes du maître. Remarque sur alors que les exemples ne sont qu'en trop fréquents dans les œuvres de nos plus excellents poètes modernes. Vous voyez que j'ai gardé l'orthographe utilisée dans le manuscrit fidèlement. Et il ne faut pas dire pour les excuser que ce soit une licence poétique, car ceux qui s'entendent tant soit peu en notre poésie savent bien qu'elle n'admet aucun mot qui ne se puisse dire en prose. Dans le texte publié, en revanche, il semble accepter que certains usages puissent être dictés par la licence poétique. Remarque sur lors et alors. Il est bien nécessaire d'en faire une remarque à cause de l'abus qui commence à se glisser, même parmi quelques-uns de nos meilleurs écrivains en prose, par l'exemple des poètes. Car il est certain qu'ils ont les premiers institué cette erreur pour faire la mesure de leur vers quand ils ont eu besoin d'une syllabe, comme quand ils disent croître, neutre pour accroître, actif. Alors que de son passage, on le fera le message, dit M. de Malherbe, et appuie, lui, tous les autres. Mais quand ils ont une syllabe de trop, ils sont bien aisés de dire leur que, se servant presque aussi souvent de l'un que de l'autre, selon les occasions. Pour moi, j'ai pris garde que la ville, à l'accord, homme, femme, enfant, jusqu'à la lie du peuple, disent toujours leur que, et il est extrêmement rare de dire à leur que. J'avoue pourtant que je l'ai ouï dire quelquefois, mais j'ai remarqué que ce n'était qu'à ceux qui ont accoutumé de faire des vers. Jamais nos bons écrivains en prose n'ont fait cette faute. Si donc on le veut écrire, que ce ne soit jamais en prose, et qu'en vers, il passe toujours pour une licence poétique. Et une fois de plus, les exemples d'alors que sont en effet beaucoup plus fréquents en vers dans les textes de franc-texte pour la période 1600-1647. Selon une étude faite par Claire Badieux-Montferrand de l'usage dans franc-texte, alors que paraît 334 fois en vers et seulement 59 fois en prose pour la période 1617-1649. Donc, je crois que je vais terminer sur ce point. J'ai légèrement dépassé les 45 minutes, je crois, pour laisser un peu de temps quand même pour les questions. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention.